Bonjour, Anne-Laure Federici, je suis déléguée générale du RTES. Bienvenue pour ce webinaire consacré à l'agrément ESUS, entreprise solidaire d'utilité sociale. Donc, je vous invite, comme l'a fait mon collègue dans le chat, à vous présenter dans le chat. Donc, bienvenue. On a des collectivités de la Guadeloupe, de Bayonne, du Grand Reims, de Metz, de Bourg-en-Bresse, de Toulouse, Toulon, Pays de Grâce, voilà, un petit peu partout, mais vous avez les éléments dans le chat. Donc, on a une centaine d'inscrits, donc je pense qu'il y a des personnes qui vont nous rejoindre progressivement. Alors, pour traiter l'agrément ESUS, donc on a la chance d'avoir trois intervenants ce matin. Donc, Elisa Famry, qui est adjointe au chef de pôle financement de l'économie sociale et solidaire et investissement à impact à la direction générale du Trésor, qui se présentera. Thomas Boisson, donc directeur de projet politique prioritaire du gouvernement et en charge notamment de la modernisation du dispositif ESUS. Et puis, Pauline Rofast, qui est chargée d'affaires publiques au sein de ESS France. Ah mais si, Pauline, tu as récupéré ta caméra, c'est parfait. Bonjour Pauline. Et donc l'idée de ce webinaire, c'est d'avoir dans un premier temps une présentation avec donc Elisa, Thomas et Pauline de l'agrément ESUS, de ce que c'est aujourd'hui, parce qu'on voit, on a fait une petite enquête auprès des collectivités adhérentes. Il y a beaucoup de questions sur l'agrément ESUS. Et puis ensuite, surtout, d'avoir des temps d'échange avec vous pour voir quel intérêt les collectivités locales peuvent-elles avoir à mobiliser l'agrément ESUS, comment elles le font déjà pour certaines et comment elles pourraient peut-être davantage s'appuyer sur l'agrément ESUS pour mettre en place pour développer leur politique de soutien aux acteurs de l'économie sociale et solidaire. Alors, comme je disais, enfin, pourquoi ce sujet? Parce que on a au sein du RTES, on travaille aujourd'hui sur l'évaluation, donc avec d'autres, de la loi sur l'économie sociale et solidaire. L'agrément ESUS, on le verra, va avoir 10 ans en 2024. Il a été défini dans la loi de 2014, même si auparavant existait déjà un agrément entreprise solidaire, j'imagine, dont on pourra aussi parler. Mais on s'est rendu compte que cet agrément reste peu utilisé et relativement mal compris de la part notamment des collectivités. On a très souvent des questions sur ce qu'est l'agrément, comment les collectivités peuvent l'utiliser. Et dans cette période un peu d'évaluation de la loi, aussi d'élaboration de propositions par rapport à une évolution de la loi sur l'ESS, ça nous semblait intéressant de pouvoir réunir les collectivités du RTES, les collectivités adhérentes du RTES, mais aussi quelques partenaires avec lesquels on travaille sur cette loi, puisqu'on a ouvert le webinaire à quelques acteurs travaillant en lien avec les collectivités locales. Alors, est-ce que... Avant de vous passer la parole, je voudrais très rapidement dire un mot du RTES parce qu'il y a certaines collectivités qui ne sont pas encore adhérentes au réseau. Donc le RTES, c'est un réseau qui a été créé il y a 21 ans maintenant par des élus qui avaient souvent pour la première fois en charge une délégation économie sociale et solidaire. Donc à une époque où l'économie sociale et solidaire était beaucoup moins connue et où notamment les acteurs publics n'avaient pas de politique. Et donc ces élus ont ressenti le besoin de créer un réseau à la fois pour partager leurs pratiques, leurs expériences, mais aussi pour faire avancer la place de l'économie sociale et solidaire dans les politiques publiques, au niveau local, national et européen aussi. Et c'est vraiment toujours les deux missions
principal du RTES, favoriser des échanges de pratiques, des partages d'expériences entre collectivités, contribuer à l'outillage des collectivités, capitaliser sur ce qu'elles font, et puis aussi contribuer, porter la parole des collectivités et faire avancer la place de l'ESS dans les politiques publiques aux différents niveaux. Donc aujourd'hui, le RTE, c'est un réseau qui a presque 200 collectivités adhérentes. Et donc, comme le faisait remarquer Elisa juste avant, une des particularités du réseau, c'est qu'on réunit des collectivités de tout niveau, des conseils régionaux, des départements, des métropoles, des villes, des communes aussi en milieu rural. Et donc, vous avez la carte des adhérents rapidement sur cette carte, mais je ne vais pas être plus longue. Je vais simplement vous inviter, pour ceux qui n'auraient pas encore accès à ces informations, d'une part, vous avez beaucoup d'informations sur le site du RTES, et puis on a une newsletter qui est donc une newsletter mensuelle qui est disponible pour tout le monde, auquel tout le monde peut s'abonner. Merci Chloé, donc le lien dans le chat. Et puis on a également donc, pour les collectivités adhérentes une flash hebdo. Donc si vous êtes adhérent et que vous ne recevez pas chaque semaine vos 3 informations principales sur l'ESS, n'hésitez pas à nous le dire. Voilà, je vais tout de suite passer la parole à Thomas Boisson et Elisa Famry pour donc nous présenter le cadre de l'agrément ESUS. Merci Anne-Laure. Est-ce que du coup, vous pouvez nous brancher sur la présentation PowerPoint qui permet à chacun de suivre un petit peu le propos qu'on va tenir avec Elisa, comme on s'est organisé. Tout Comme à ça, fait. je démarre au moment. Alors éventuellement, comme tu as bien présenté Elisa et moi, si tu peux tout simplement atterrir sur la diapositive numéro 3 qui permet d'aller au propos. Ok, il y a juste Voilà. un petit temps de... Et voilà, je passe en mode diaporama. Donc, je commence du coup rapidement pour vous dire que, comme tu l'as rappelé Anne-Laure, donc moi je suis en charge de la modernisation du dispositif ESUS. J'ai été de 2015 à 2022 en fait le chef du PSI de la DG Trésor, au sein duquel Elisa travaille. Enfin, on a travaillé ensemble avec Elisa depuis maintenant un bon moment, donc on se connaît très bien. Et ce que je vais faire aujourd'hui avec Elisa, c'est alors pour ma part commencer en faisant un petit peu la genèse de l'agrément, puisqu'en fait, dans cette genèse, il y a 1 ou 2 messages que je voudrais vous passer, mais je vais faire ça rapidement. Ensuite, Elisa vous présentera de manière beaucoup plus exhaustive que je ne pourrais le faire, le bénéfice de l'agrément, ce qu'il est, le bénéfice à qui ça s'adresse. Et je clôturerai en fait par 2 diapositives et un propos dans lequel je vous donnerai un peu l'état du chantier de modernisation donc, que je pilote, comme tu l'as rappelé Anne-Laure, autour de 3 axes, à savoir la mise en place d'un guichet unique dématérialisé, une stratégie qui utilise, on va dire, le numérique pour favoriser une meilleure instruction et on va dire une modernisation aussi dans l'utilisation de l'agrément pour tout le monde, et notamment en favorisant des partenariats avec des accompagnateurs d'entreprises, avec tout un tas de réseaux qui connaissent l'agrément ESUS et qui en favorisent en fait l'octroi. Voilà, donc c'est un chantier en 3 axes qui s'appuie sur la dématérialisation. Alors, je commence donc peut-être par la diapositive numéro 3, si tu veux nous la mettre, parce qu'en fait, elle résume le propos liminaire que je voulais tenir. Alors, je vois que ça ne bouge pas trop sur Zoom. Peut-être Zoom. Là, est-ce que vous voyez la diapositive jeunesse de l'agrément ESUS? Non. Non? Non, on ne la voit pas. On voit en fait, on voit le fichier PowerPoint bloqué sur la toute première diapositive. Ok, alors attendez. Voilà. Il suffirait juste en fait à la limite que tu le... parce que je pense que c'est dû partir sur un autre canal, tu sais, ta présentation, et on l'a pas dans le viseur. C'est peut-être le mode diapositive. Ouais, ah ben voilà, c'est bon.
C'est nickel. Voilà, impeccable. Euh, Donc, on y va. Alors, donc, certains d'entre vous connaissent, d'autres moins, donc, mais c'est un propos qui est très général et Lisa rentre dans le détail. La loi ESS en 2014, alors c'est pas 31-10 et 31 juillet, effectivement, faute de frappe, mais elle a défini, elle a consacré en quelque sorte l'économie sociale et solidaire comme une collection de statuts juridiques pour aller vite. Donc, vous avez les historiques, hein, mutuelles, coopératives, fondations et, euh, et associations, évidemment, que j'oubliais, et on va dire des acteurs réunis dans ce qu'on appelle les sociétés commerciales de l'ESS, tout ça formant le grand ESS qui représente les 10% du PIB que vous devez connaître. Au sein de ce grand ensemble-là, le législateur a, comme tu disais Anne-Laure, modifié un agrément qui s'appelle agrément solidaire pour l'appeler agrément ESUS, donc dans l'article 11 de la loi. Et il a fait quoi? En fait, l'article 11 de la loi, pour l'essentiel, il a tenté, il se donne comme objectif d'identifier celles des entreprises de l'ESS qui recherchent des exigences particulières. Et ces exigences, elles sont définies par des objectifs qui sont ceux, on va dire, de l'utilité sociale, donc définis à l'article 2 de la loi ESS. Et je vais droit au but. Il y en a principalement trois de ces objectifs. Il y a le soutien à des publics fragilisés et le renforcement du lien social, premièrement. Il y a le maintien ou la recréation de solidarité territoriale, deuxièmement, et l'éducation à la citoyenneté. Et je vais m'en tenir là, parce que ensuite vous entendrez Elisa. En fait, depuis 2015, priorité a été donnée, alors pas de manière totalement délibérée, un peu par des effets de pénurie de moyens, de manque de capacité, je plaide un peu coupable, hein, de l'État à faire parfaitement son boulot sur ESUS. En fait, on s'est concentré sur l'impact social, les publics fragilisés, et on a, pas délibérément, mais un peu subi en quelque sorte, une occultation un peu dommageable, mais on va essayer de réparer, sur la mise en valeur de l'objectif sur le maintien ou la recréation de solidarité territoriale. Et donc 2023, avec ce chantier de modernisation qu'on va vous présenter, sera le point de départ d'une mise en valeur, j'allais dire, volontariste, ambitieuse et comment dire, assez enthousiaste sur ce que j'appelle le plein potentiel législatif de l'agrément, à savoir identifier celles des entreprises de l'ESS qui contribuent au maintien ou à la recréation de solidarité territoriale. Et on arrive dans cet exercice équipé, entre guillemets, puisque, comme vous le savez là aussi, enfin en tout cas ceux d'entre vous qui fréquentent la DG Trésor depuis qu'on s'occupe des questions de l'ESS, on a énormément travaillé sur la question des PTCE et aussi plus largement sur de nombreux dispositifs qui aident à valoriser, on va dire, les solidarités au niveau du territoire. Et en fait, on a capitalisé, on est en train en tout cas de capitaliser dans la modernisation de l'agrément ESUS tout ce qu'on a appris, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, on a appris à identifier, évidemment à financer, à sélectionner et à promouvoir des entreprises, des réalisations qui sur le territoire on va dire, contribue à retisser ces liens de solidarité territoriale et à les mettre en valeur. Je parle des PTC, mais il n'y a pas que ça. En fait, on est en contact avec énormément d'entreprises de l'ESS qui, d'une manière ou d'une autre, participent de la mise en exergue de ces solidarités. Et ESUS, en fait, pour nous, et c'est là que je passe la parole à Elisa, en est un des outils parmi les plus adaptés, en tout cas puissants, pour valoriser en fait cette affaire-là. Et c'est aujourd'hui pour nous l'occasion de vous dire en fait tout cela. Alors, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez déjà? Je commence par me situer vraiment en deux mots. Donc, je travaille au pôle ESS et investissement impact de la DG Trésor et je suis en particulier les sujets relatifs au financement de l'ESS et à la finance à impact social. Donc, ça porte sur la réglementation de la finance solidaire, l'encadrement des us, la réglementation des outils de financement privé dans les structures de l'ESS, voilà, et le suivi voilà, des évolutions, de la naissance du marché de l'investissement à impact social. Donc, je vous propose de vous éclairer sur les tenants et aboutissants de cet agrément, à savoir comment il est calibré, les entreprises qu'il vise, quel avantage il donne aux entreprises, comment est-ce qu'il se situe par rapport à d'autres labels existants, comme des labels de responsabilité sociale de l'entreprise, d'investissement responsable, etc. Et enfin, comment les collectivités pourraient s'en servir. Donc, premièrement, l'agrément ESUS, à quoi il sert pour la puissance publique?
c'est, je dirais, 3 choses principales. Donner une base légale et une reconnaissance à l'entrepreneuriat social au sein de l'ESS. Donc, il y a un enjeu de signalisation de ces entreprises à impact social, ou à impact territorial au sein de Je vais te l'ESS. suivre. Et donc ça, c'est le premier objectif, premier objectif. Deuxième, c'est du coup, comme c'est un label assez exigeant, d'essayer d'apporter des avantages, on va dire, matériels à ces entreprises. Donc ça porte sur des avantages fiscaux que je développerai ensuite. Et le troisième, c'est, on va dire, de collecter et d'orienter de l'épargne pour le financement de ces entreprises ESUS via donc, la finance solidaire, qui est donc une finance réglementée que je développerai plus tard. Donc, tel que conçu initialement, en tout cas tel qu'il a été pratiqué, c'est un agrément qui a vocation à être assez sélectif pour y adosser des avantages particuliers et reconnaître voilà, des entreprises qui consentent un effort particulier pour résoudre des problématiques socio-économiques, problématiques sociales. Donc, je vais passer à la suite pour les diapositives. Quel intérêt pour une entreprise à demander cet agrément? Alors, c'est à la fois un accès favorisé à des financements privés ou publics, mais en tout cas plutôt privés tel que c'est conçu actuellement, et ça apporte un gage de confiance pour un certain nombre d'interlocuteurs. Donc premièrement, ça donne un avantage compétitif dans l'accès à des financements privés qui sont fléchés vers ces entreprises ESUS, car grâce à des systèmes donc d'épargne réglementée. Notamment, on a donc en France un système d'épargne salariale solidaire. Donc certains fonds appelés fonds 90-10 doivent investir une part comprise entre 5 et 10% de leurs encours vers des entreprises agréées ESUS, dans une logique, on va dire, de quota d'investissement. Et donc, ces fonds 90-10 collectent de l'épargne salariale solidaire, donc de salariés qui veulent donner du sens à leur épargne. Depuis la loi Pacte, on a aussi une obligation de mettre en œuvre des produits d'assurance vie solidaire. Donc, ça, on va dire, ça a augmenté les encours de financement privés qui recherchent à s'investir dans des entreprises à impact social, donc ESUS. Le deuxième avantage, c'est des avantages fiscaux pour les détenteurs de parts d'entreprises agréées ESUS. Donc en fait, grâce à l'agrément ESUS, ces entreprises peuvent faire bénéficier à leurs souscripteurs d'une réduction d'impôt, donc IRPME, donc 25% du montant de la souscription peut être déduite de l'impôt sur le revenu, sur une durée plus longue que pour les PME traditionnelles. Donc pour les PME traditionnelles, cet avantage il dure dans les 7 premières années d'existence de la PME. Et pour les entreprises ESUS, l'entreprise peut faire bénéficier à ses souscripteurs de cet avantage pendant 10 ans. Donc c'est quand même un avantage voilà, de différentiel, parce qu'on considère que les entreprises ESUS, comme elles adressent des problématiques sociales, elles ont plus de mal à trouver leur modèle économique par rapport à une PME traditionnelle. Et les autres avantages, alors ils sont moins précisément définis, mais c'est là où les collectivités territoriales entrent en jeu, c'est le fait d'envoyer un signal au public, aux financeurs, publics comme privés, et aux différentes autorités sur le fait que ces entreprises ont un modèle qui est vraiment orienté autour de la résolution d'un problème socio-économique, social. Donc voilà en quelques mots les avantages pour une entreprise, des avantages concrets. Maintenant, si on peut passer à la suite, si on reprend un peu de recul sur cet agrément, il a permis quand même… Juste, excuse-moi, juste, Elisa, sur l'accueil de services civiques, Ouais, est-ce que c'est possible d'en dire un mot? Parce que c'est une oui, question qui a voilà, souvent, notamment sur les… je l'ai un peu balayé parce qu'en fait, il ne concerne pas toutes les entreprises ESUS. Mais donc, le droit prévoit que les entreprises qui sont agréées ESUS de droit, donc c'est une catégorie voilà, qui énumère des types d'entreprises dans l'article de loi qui définit ESUS. Certaines entreprises donc, sont agréées de droit, elles sont énumérées, et ces entreprises, elles ont le droit d'accueillir des services civiques. Voilà, c'est les seules entreprises, on va dire, il me semble, lucratives, qui ont le droit d'accueillir des services civiques, qui normalement
sont réservées à des entreprises, enfin, pardon, pas à des entreprises, du coup, à des organismes sans but lucratif. Donc, c'est D'accord. une Donc, ouais. toutes les structures agréées de droit, c'est-à-dire les structures, Ouais, enfin, sont par activité économique, enfin, dans la liste, peuvent accueillir des ESUS. des services civiques, ouais. Ok. Ouais. Et ensuite, alors il faut quand même passer par l'agrément service civique. Enfin, j'ai compris que donc il y avait cet organisme service civique qui agrée les structures qui ont le droit de recevoir des services publics pour conventionner, etc. Mais en tout cas, elles le font sur la base de ce qui est défini enfin, de manière législative. Et donc, oui, a priori, toutes ces entreprises de droit ont le droit. C'est l'agence du service civique. Oui, voilà, l'agence du service civique, merci. Je cherchais le terme. Donc, sur les effets bénéfiques au global, qu'est-ce que ça a permis de créer cet agrément? Ça a quand même permis d'intéresser des investisseurs financiers à des structures qui ne sont pas forcément sans but lucratif, mais qui ont une lucrativité très encadrée et qui ont donc une exigence sociale très forte, parce que le constat, c'est quand même peu de structures financières sont spontanément intéressées par l'investissement dans des associations ou dans des structures à très fort impact social. Sauf qu'avec ce mécanisme donc, de finance solidaire, de fléchage, d'épargne, ça a permis quand même à une finance solidaire de se structurer autour de cet agrément. Et donc, il y a quand même des résultats parce que les montants des encours de cette finance solidaire sont en croissance constante. Donc, les fonds dont j'ai parlé, 90-10, ont atteint environ 13 milliards d'encours en 2020. Donc, c'est quand même assez satisfaisant du point de vue des conditions de financement des entreprises ESUS. Donc ensuite, je pense que je vais pas passer sur le mécanisme très précis de ces fonds 90-10 qui ont bien été explorés. Et je pense qu'on peut passer à la diapositive 9 qui explique peut-être plus précisément le cahier des charges de ESUS. Alors, j'attends 2 secondes. Donc, il y a tout un tas de critères cumulatifs. Donc, il s'agit donc l'agrément ESUS vise les entreprises de l'ESS. Donc, c'est une sous-catégorie d'entreprises de l'ESS. Donc, il s'agit donc soit d'appartenir à une famille de l'ESS traditionnelle, soit à être une société commerciale de l'ESS avec ses critères, c'est-à-dire l'orientation majoritaire des bénéfices vers, en gros, la mise en réserve ou les investissements de long terme de l'entreprise. Et ensuite, la spécificité des us sur lequel je vais plus m'étendre, c'est vraiment la recherche d'utilité sociale comme voilà, objectif principal de l'entreprise. Donc, l'utilité sociale étant définie comme le fait d'intervenir auprès de publics socio-économiquement fragiles ou ayant des besoins spécifiques non satisfaits, de contribuer à la cohésion territoriale ou au lien social, ou de participer à l'éducation à la citoyenneté et à l'éducation populaire. Et en fait, les services instructeurs, donc les services déconcentrés de l'État qui instruisent les demandes d'agrément, vérifient que cette poursuite d'utilité sociale, elle concerne bien la totalité des activités de la structure, ou au moins les 2 tiers. Donc ça se fait sur la base d'une analyse du compte des résultats, et on regarde bien les moyens qui sont mis en œuvre pour poursuivre ces objectifs d'utilité sociale. Et se surajoute par rapport à ces deux grands critères que j'ai cités précédemment, des critères de gestion qui vont encore plus encadrer, on va dire, qui vont encadrer la lucrativité de l'entreprise par rapport à l'ESS, qui sont des limitations d'écart de salaire et le fait que les titres de capital, s'ils existent, ne doivent pas s'échanger sur un marché. Donc, ça exclut par exemple les entreprises cotées en bourse. Donc ça, c'est on va dire le tableau général de l'agrément ESUS. Et je vous propose de revenir quand même sur ce concept d'utilité sociale qui est un peu relativement nouveau, pas encore très bien intégré. Donc c'est sur la diapositive 11. Peut-être juste, je me permets juste parce qu'il y a quelques questions, Je peux y notamment répondre. sur comment une entreprise ESUS doit procéder pour accéder aux fonds qui ont été évoqués. Est-ce qu'on peut peut-être conseiller de prendre contact avec les fonds territoriaux France Active, qui sont peut-être la porte d'entrée la Exactement, plus ouais. pertinente? Alors, je dirais que pour être conseillé sur les financements un peu spécialisés solidaires, il y a France Active qui a des directions régionales et un maillage territorial fin, et qui d'ailleurs, France Active bénéficie de cette finance solidaire et de ces fonds 90-10, comme je l'ai évoqué.
Il y a peut-être aussi la VISE qui a produit beaucoup de documentation et d'informations sur les systèmes d'incubation et sur les différents financeurs aux différents stades de croissance et pour les différents modèles économiques. Et faire aussi le collectif de la finance solidaire qui recense vraiment tous les acteurs de la finance solidaire. Donc, je dirais que c'est les 3 grandes sources pour être mis au courant de ces fonds. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. Ok. Il y avait une autre question sur les coordonnées de l'agence civique, de l'agence de service civique, hein, mais ça, je ne sais pas, peut-être que… Alors ça, je pense qu'ils ont un site internet. J'avoue qu'on n'est pas non plus très proche d'eux, mais Oui, je pense qu'ils… Ça se trouve facilement sur Google, à mon avis, agence du service ouais, civique, ça va marcher très vite. Ouais. Bon, je mets le lien. Ouais. Voilà. Ah voilà. Et n'hésitez pas s'il y a d'autres questions. Ok, merci beaucoup. Et Et donc, ouais, je pense qu'on va passer à la suite parce que ça, c'est vraiment la définition légale de l'utilité sociale. Je vais essayer d'en extraire les concepts pour être un peu plus dans le sujet. Alors, en fait, le concept qu'il y a dans cette notion d'utilité sociale, donc ESUS, donc ça vise les entreprises qui sont majoritairement tournées vers l'utilité sociale. Et comment est-ce qu'on peut conceptualiser, au-delà de l'énumération d'objectifs de l'utilité sociale, c'est vraiment le fait de développer une activité qui va adresser un besoin social non mal satisfait quand même de la part de publics, donc c'est ce qu'on appelle l'impact social, ou des territoires, ce qu'on appelle l'impact territorial. Et ça comprend aussi, dans le cadre de cet agrément, la mise en œuvre de solidarité, mais bon, dans un sens assez concret, c'est-à-dire la mise en œuvre de solidarité financière, par exemple, entre des personnes avec des niveaux de ressources différents. Si on élargit un petit peu cette notion d'utilité sociale. Et donc, pour l'agrément ESUS, on va regarder si l'entreprise a une forme, poursuit, on va dire, volontairement un impact social ou environnemental. Donc, c'est la notion d'intention, d'intentionnalité. On va regarder que ce soit bien au cœur du modèle de la structure. Et le concept d'additionnalité, c'est-à-dire le fait qu'il y ait une valeur ajoutée dans la solidarité et l'utilité sociale par rapport à une offre existante, en fait. Donc, c'est vraiment les 2 concepts qui sont au cœur, il me semble, de la notion d'utilité sociale, en tout cas telle qu'elle est appréciée par les services instructeurs lorsqu'il s'agit de vérifier qu'une entreprise mérite l'agrément ESUS. Donc, c'est une notion qui brouille, comment dire, qui interfère aussi parfois avec la notion d'intérêt général, d'utilité publique, avec la notion de lucrativité. Donc, il y a des forts enjeux pour nous de pédagogie autour de cette notion d'utilité sociale. Et donc, en parlant de pédagogie, je peux peut-être, en passant à la diapositive suivante, rappeler la différence qu'il existe entre l'investissement, notamment à impact social, qui est au cœur en fait, de l'agrément ESUS et que permet en tout cas de structurer l'agrément ESUS, et d'autres termes qu'on entend souvent, comme l'investissement socialement responsable ou l'investissement, enfin oui, l'ESG, quoi. Donc, je dirais que la spécificité d'investissement à impact social, c'est vraiment d'investir pour l'impact. Donc, et ça comprend l'investissement dans des structures qui vont être plus ou moins rentables ou plus ou moins viables financièrement, mais en tout cas qui ont pour point commun de rechercher à titre principal l'impact social. Contrairement à, on va dire, l'investissement socialement responsable, où il s'agit plus d'investir avec impact que de l'investir pour l'impact, comme c'est un peu décrit dans le schéma. merci. Peut-être juste, il y avait juste une question de Ouais. Jean-Pierre Ferré de Châtillon, justement sur les questions RSE, utilité sociale, hein. Jean-Pierre, si vous Quelle est la question? qui a levé la main, si vous voulez poser votre question. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, en fait, je voulais un petit peu clarifier les choses. Vous parlez d'unité sociale tout à l'heure, d'utilité sociale pour représenter
l'agrément ESUS, mais maintenant, toutes les entreprises, même celles qui ne sont pas ESUS, ont un RSE, donc ils ont déjà une partie d'utilité sociale dans leur gène. Donc, voilà. Bon, en fait, ce que je me demande plus globalement, c'est est-ce que quelque part, d'après les propos de ministre il y a quelques mois qui disait que quelque part, il faudrait que toutes les entreprises soient de l'ESS, est-ce qu'il faut réduire cette notion de ESS aux entreprises les plus socialement intéressantes, ou est-ce qu'au contraire, il faudrait plutôt étendre pour que toutes les entreprises puissent rentrer dans ces critères en appliquant les mêmes critères. C'est pas question de les assouplir, mais en fait, que nous, en tant que élus, on puisse dire à nos entreprises ou à nos commerçants, ben voilà comment rentrer dans l'ESS. Et finalement, petit à petit, à part des petits pas, les faire évoluer et les rentrer dans ce carcan, si j'ose dire. Mais voilà. Et là, c'est là où ça devient un peu plus compliqué parce qu'on a des fois un peu un double discours entre une entreprise de l'ESS qui va être une grande société de mutuelle et qui forcément est une grosse boîte avec des gros salariés, et peut-être un petit commerçant qui, lui, va certainement faire de l'ESS sans le savoir. Quelles sont les façons d'avancer à ce niveau-là? Je pense qu'il y a deux... ouais, pardon. Non, allez-y, je pense que ça fait bien la transition aussi avec la diapo suivante. En fait, il y a deux questions. C'est comment est-ce qu'on rend l'ESS plus lisible pour l'ensemble des entreprises et comment est-ce qu'on donne envie à des structures qui n'y appartiennent pas initialement de la rejoindre. Il me semble que le statut de société commerciale de l'ESS permet quand même de créer une porte d'entrée vers l'ESS pour un certain nombre de structures pour rejoindre ce statut. Après, il y a la question de l'exigence, et c'est là où je rebondis sur le début de votre question, sur le lien en fait avec entreprise à mission, RSE, etc., ou des sujets dont on parle de plus en plus. Il me semble qu'il faut quand même distinguer utilité sociale de RSE, parce que la RSE, c'est vraiment comment je mène mes activités. Enfin, on est dans le comment, mais c'est sur tout ce qui est, on va dire, périphérique aussi. Ça a une tendance à être périphérique à la manière dont on conduit ses activités, c'est-à-dire mesurer ses émissions de gaz à effet de serre, mesurer comment on respecte l'égalité homme-femme, tout un tas de critères. Mais ça concerne moins le cœur des activités, alors que l'intérêt, en tout cas pour nous des US, c'est un des seuls labels, contrairement notamment au label Bicorp, aux entreprises à mission, qui permet d'être exigeant sur la nature des activités et qui met vraiment l'utilité sociale au cœur de l'entreprise. Parce que c'est un peu tendance, dans le cadre, en tout cas de la RSE, ce qui est très vertueuse aussi, mais de considérer ça comme quelque chose qui est un petit peu périphérique et qu'on mesure, qu'on mesure des indicateurs, mais qui n'ont pas forcément d'impact sur la manière sur la stratégie en fait de l'entreprise. Donc ça place en fait à... Peut-être justement, peut-être Pauline, Rafa, si tu veux dire un mot, parce que peut-être qu'il faut rappeler que les entreprises ESUS, elles sont dans l'article 1 de la loi sur l'ESS. Donc, c'est-à-dire qu'en dehors de la question de la recherche d'utilité sociale, il y a un certain nombre d'exigences sur la question de la gouvernance, et notamment sur la déconnexion entre les parts au capital et les prises de décision. Et il y a également des exigences sur la question de la redistribution effectivement des bénéfices et des réserves. Donc, et je pense que ça apporte des caractéristiques qui différencient effectivement les entreprises qui font de la RSE, mais pour lesquelles les questions de gouvernance sont quand même directement liées à la propriété du capital, ce qui n'est pas le cas dans les entreprises de l'ESS. Je ne sais pas, Pauline, si tu veux... Oui, pas de problème pour enchaîner. Merci beaucoup, Anne-Laure. Effectivement, sur
la connexion entre ESS et ESUS, etc., on a un certain nombre d'incompréhensions, je pense qu'il s'agit de lever. Et notamment, l'incompréhension principale, c'est que l'agrément ESUS, donc c'est un agrément, c'est pas un label ni un statut, ce qui, ça me paraît pareil important parce que ça veut dire qu'on ne peut pas tout envisager en termes de contrepartie associée, etc. Et alors, votre boulanger, est-ce qu'il peut être ESUS? Eh bien, si ce boulanger, sa structure est sous la forme, par exemple, d'une coopérative, oui, la première étape pour avoir l'agrément ESUS, c'est de faire partie du champ de l'ESS. À cela s'ajoute le respect notamment d'un certain nombre de critères comme celui de rentrer dans le champ de l'utilité sociale. Donc, ça va dépendre en premier lieu du statut de l'entreprise de votre boulanger. Je vais simplement me présenter déjà et présenter un peu ESS France. Excuse-moi, Pauline, je suis vraiment désolée. Enfin, c'était juste un éclairage là-dessus. Ah, pas de souci. Voilà, D'accord. Exactement, pas fini la Ah, j'avais pas saisi. Aucun problème. Merci. Pas de problème. Merci beaucoup. Elisa, Ouais, moi, je pensais brièvement finir sur comment les collectivités peuvent s'en saisir. Je redonne la balle ensuite à Thomas sur les projets à venir. Mais ah oui, donc il y a quelques exemples d'entreprises, mais c'est pour montrer en fait la diversité des modèles économiques, la diversité des utilités sociales adressées. Voilà, pour montrer voilà, les différentes caractéristiques. Il y a beaucoup d'entreprises d'insertion, des entreprises dans l'immobilier solidaire, des entreprises qui sont des coopératives pour remettre des services publics sur les territoires, comme RICOP. Voilà, c'était un petit éclairage. Ensuite, des entreprises comme Simplon qui font de la formation pour des personnes éloignées de l'emploi sur du numérique. Voilà, c'était un petit panel d'entreprises concernées pour montrer toute la diversité. Et ensuite, comment les collectivités peuvent s'en servir. Nous, on voit trois principaux usages. Ce serait peut-être favoriser les entreprises ESUS dans la commande publique, dans l'octroi de subventions. En tout cas, en faire un point d'ancrage, un point d'intention. Une fois qu'on a compris toutes les exigences qu'il y a derrière, ce serait quand même intéressant du coup, d'en faire quelque chose de ce point de vue. Ensuite, ça peut être des questions peut-être presque d'autorisation d'installation. Je sais qu'on a beaucoup d'entreprises dans le domaine de l'immobilier, par exemple, d'utilité sociale, ou des établissements accueillant des personnes fragiles, vulnérables dans le grand âge. Et c'est beaucoup des secteurs dans lesquels il y a parfois de la méfiance pour des structures lucratives, enfin des élus envers des structures lucratives de ces domaines. Et donc, il me semble que l'agrément ESUS, vu son degré d'exigence, pourrait fournir une sorte de facilitation dans l'octroi d'autorisation d'installation, d'agréments autres dans ces domaines. Ou s'appuyer, pour les collectivités territoriales, s'appuyer sur ces entreprises pour mettre en œuvre des politiques sociales ou de développement économique. C'est assez général, hein, mais c'est... Voilà. Et sur comment, du coup, avoir la liste de ces entreprises ESUS, alors, il y a en partie certaines DRETS, donc les services déconcentrés de l'État en région, certaines mettent en ligne des listes d'entreprises de leur région. Et sinon, sur le site de la Direction générale du Trésor, on a une liste qui date de 2019 et qui est en cours de mise à jour. Et on va essayer de ne pas attendre l'aboutissement de notre chantier de dématérialisation pour la mettre à jour, mais ça me fait la transition avec l'intervention de Thomas sur les perspectives à venir et les grands chantiers sur cet agrément. Mais en tout cas, merci au RTES de nous avoir donné l'occasion de présenter devant les collectivités cet agrément. On n'a pas souvent l'occasion de le faire, donc merci beaucoup. C'est très précieux, en effet, notamment par rapport aux objectifs qu'on essaie de promouvoir d'octroi du plein potentiel législatif à l'agrément. Alors, c'est la slide suivante peut-être, Anne-Laure, voilà, dans laquelle, en fait, on vous raconte, j'imagine que la présentation sera diffusée, mais pour aller vite et pour pas manger de temps à la fois sur vos questions et la présentation de Pauline, en gros, le chantier il se structure en 3 axes. Ces 3 axes-là, vous les trouvez, je vous laisserai lire le reste, hein, mais sur la deuxième colonne, c'est un axe tout premier, en fait, tout simplement, de guichet unique.
En fait, un petit peu comme quand vous allez sur le site des impôts pour déclarer vos impôts, bah, vous avez un formulaire qui tourne, quoi. Là, jusqu'ici, on n'a pas grand-chose de ce type-là. Donc, la première promesse, en quelque sorte, qui est celle de la modernisation de l'agrément ESUS, c'est de faire en sorte que les entreprises puissent se retrouver quelque part et avoir des indications claires sur les questions auxquelles il faut répondre pour être qualifié à ESUS. Et là, justement, en simplifiant un petit peu les choses, mais c'est une simplification qui sera utile pour la compréhension du sujet. Il y a deux grands ensembles d'exigences qui se retrouvent dans les questions. Celles que Pauline rappelait, c'est-à-dire des exigences formelles, statutaires. On est ESUS avant tout déjà quand on est dans l'ESS telle qu'elle est définie dans l'article 1 de la loi ESS. Et là, on retrouve énormément d'exigences qui sont vertueuses dans les statuts des entreprises de l'ESS. Donc, on l'est voilà, en répondant aux exigences formelles et statutaires de l'ESS, mais on l'est aussi, et comme le rappelait Lisa très en détail dans sa présentation, on l'est par le respect d'exigences de fond. On l'est parce qu'on recherche quelque chose en particulier qui va être défini et sanctionné par l'agrément. Donc, le guichet unique qui fera ça, il permettra de rendre plus lisible, plus clair, plus homogène sur le territoire la satisfaction de ces deux exigences. Et ça, c'est la promesse de base. Après, on a deux autres volets du chantier. Je ne vais pas y rester trop longtemps dedans parce que c'est quand même de la cuisine. Mais c'est bien que vous sachiez que ça existe et que vous voyez surtout à quelle échéance tout ça va se déployer, puisqu'on est maintenant à peu près bien axé sur nos échéances. C'est le fait que tout simplement, on va faire en sorte que l'instruction soit mieux pilotée. Donc, nos agents instructeurs dans les services déconcentrés, on va leur offrir de quoi mieux faire leur travail. Ça, c'est le deuxième volet, donc l'appui à l'instruction, AI. Et tout simplement aussi mettre en œuvre des facilitations, on va dire, entre ceux qui sont un peu les accoucheurs de l'agrément ESUS, les accompagnateurs des entreprises qui veulent l'agrément, et puis les demandeurs. Alors, ce ne sera pas quelque chose qui sera de la responsabilité de la puissance publique, ce sera un service en fait qui sera offert, mais voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle tiers partenaire. En gros, comment est-ce qu'on donne la main, on donne un peu plus le pouvoir en fait, en réalité, à des acteurs comme SS France, évidemment, comme France Active et comme d'autres. Voilà, c'est le projet. Alors, si on va à la dernière diapositive, et ça clôture en fait la présentation qu'on a élaborée conjointement avec Lisa, eh bien, c'est le calendrier. 2022 est derrière nous, donc alors ça ne se voit pas, mais on a passé un temps considérable. Moi, j'y mets mes journées un peu au-delà même sur le développement de la plateforme. En 2023, on tient encore à peu près notre jalonnement temporel pour pouvoir lancer auprès d'une première région test donc le guichet unique. Et en 2024, on aura des échéances de mise en production de la plateforme au niveau national. Et on va dire, alors les T1, T2 sont un petit peu ambitieux, mais enfin, en tout cas, on essaie de se tenir à peu près un échéancier, un T, ça veut dire trimestre. On aura aussi des échéances de mobilisation, donc des tiers partenaires, et puis de travail en continu, là, dès maintenant, avec nos agents en services déconcentrés qui octroient l'agrément ESUS. Voilà pour le dessin d'ensemble sur ce qu'on fabrique en termes de modernisation. Merci beaucoup. Merci beaucoup Thomas et Elisa pour cette présentation. Donc on vous enverra le diaporama avec toutes les précisions sur l'agrément, le chantier et puis les liens aussi qui ont été demandés. Pauline, peut-être si tu peux résumer, parce qu'il y a des questions sur à la fois quel intérêt pour une entreprise qui est déjà dans l'ESS d'avoir l'agrément ESUS, et de la même façon comme une entreprise ESS peut obtenir l'agrément ESUS. Voilà, si tu veux bien préciser, donc comme j'ai indiqué, tu es chargé de plaidoyer au sein de ESS France. Si je te laisse la parole pour présenter ESS France et puis les travaux qui ont été engagés par ESS France sur ce sujet. Tout à fait. Merci beaucoup Anne-Laure pour cette invitation et nous avoir conduit à intervenir. Effectivement, c'est précieux ce type de cadre de dialogue. Donc, vraiment, merci beaucoup. Alors, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas ESS France, ou bien appelée Chambre française de l'ESS, représente et porte les intérêts des entreprises et organisations de l'ESS. Et donc, on fédère les grands mouvements nationaux des différentes formes statutaires de
de l'économie sociale et solidaire, mais on fédère également plutôt sur une échelle plus territoriale les chambres régionales de l'ESS, ainsi que d'autres structures de type fédération, réseau collectif, qui a une activité très en transversalité sur l'économie sociale et solidaire. Donc, on fédère l'intégralité de ces structures, ce qui nous permet de pouvoir rassembler et représenter les intérêts de l'économie sociale et solidaire, notamment auprès des pouvoirs publics. Et donc, il s'avère que dans les membres de SS France, on regroupe les principales organisations représentatives qui sont de très près concernés par l'agrément ESUS. Je pense au mouvement Impact France au titre des sociétés commerciales de l'ESS, au mouvement associatif, puisque de nombreuses structures agréées sont de nature associative, les coopératives, alors les fédérations de l'insertion, ainsi que la FEAP qui regroupe notamment beaucoup de structures agréées de droit, qui, pour rappel, les structures agréées de droit composent la grande majorité des structures agréées ESUS et donc ne font pas la même procédure que les autres structures, ont une procédure simplifiée sur un format papier. On regroupe également FAIR qui notamment donc par son histoire et son intervention sur les sujets de la finance solidaire et notamment parce que FAIR a comme membre France Active et particulièrement investi sur ces questions. Et puis les CRES qui interviennent en région et regroupent l'ESS à l'échelle régionale et développent des offres d'accompagnement sur les enjeux de l'agrément ESUS. Donc, pour répondre aux quelques questions, à quoi ça sert de demander l'agrément ESUS? Ben, ça permet de capter de la finance solidaire, d'obtenir des réductions d'impôts et de se différencier, de traduire d'un engagement qui traverse le projet de la structure et ses activités. Donc, de fait, il y a un intérêt manifeste à faire les demandes pour obtenir cet agrément administratif. Néanmoins, cela ne retire pas le fait qu'aujourd'hui, alors même si effectivement on n'a pas les chiffres exacts depuis 2019 des entreprises agréées, néanmoins, on note que cet agrément, il demeure encore un petit peu méconnu, parfois mal compris, peu utilisé par les acteurs. Donc, il y a de ce fait des marges de manœuvre importantes sur ces sujets-là. Et peut-être, même si on a déjà parlé un petit peu de l'histoire de l'agrément ESUS, je voulais simplement peut-être insister sur le fait que l'évolution de l'agrément ESUS, puisque c'est l'héritier d'un autre agrément, l'agrément entreprise solidaire qui avait été créé en 2001, mais cet agrément ESUS, il est intimement lié au fait que la loi ESS de 2014 a rajouté au périmètre des structures rentrant dans le cadre de l'ESS un nouveau statut, celui de la société commerciale de l'ESS. Ces sociétés commerciales de l'ESS répondent à tous les principes de l'ESS, la démocratie interne, le partage de la valeur, etc., mais avec une condition supplémentaire, celui d'avoir une activité principalement liée à la notion d'utilité sociale. Et tout cela est très complémentaire parce que notamment, c'est vrai que l'agrément ESUS permet éventuellement, alors il n'y a rien d'automatique, mais de pouvoir éventuellement bénéficier sur un certain nombre de points qui ne sont pas automatiques de contrepartie, donc dans l'accès de ce que je disais précédemment à des réductions d'impôts, mais surtout à la finance solidaire. Nous, on a en tant que ESS France un certain nombre d'enjeux de plaidoyer. Déjà, l'enjeu, je le disais un peu auparavant, un besoin de clarification entre ESS et ESUS, puisque de fait, l'agrément ESUS, il est parfois considéré comme une porte d'entrée dans l'ESS, alors qu'on parle quand même d'un agrément qui est délivré avec des conditions
encore plus importante que le fait d'appartenir au champ de l'ESS qui se rajoute à cela. Et donc, je ne pense pas que ce soit une porte d'entrée. Par contre, ça peut être, c'est vrai, une certaine incitation. On peut se dire, bon, en rentrant dans le champ de l'ESS, en respectant des conditions supplémentaires et en demandant l'agrément ESUS, ça peut permettre pour les structures et entreprises de bénéficier d'éléments tout à fait intéressants. Par ailleurs, effectivement, je trouve que juste, si je peux me permettre, ce qui n'est pas toujours clair, c'est qu'en fait, les structures agréées ESUS, c'est un sous-ensemble de l'ensemble des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Donc, c'est un sous-ensemble qui a quelques exigences, qui a des exigences supplémentaires qui ont été rappelées par Elisa en matière de recherche d'utilité sociale. Et peut-être juste pour répondre à la question sur le contrôle des structures agréées ESUS, peut-être, Pauline, si tu peux… Oui, j'allais y venir tout à fait. Il y a une bonne réponse dans le chat, hein, si vous voulez regarder. Moi, j'essaie de pister un peu toutes les questions et ponctuellement d'y répondre. Voilà, il y a une réponse qui me paraît tout à fait pertinente qui a été formulée à cette question, mais voilà. Oui, mais sur l'aspect contrôle, il y a une forme par les DRETS, mais il y a aussi, et il me semble surtout, un contrôle sur l'appartenance aux entreprises de l'ESS. Et c'est là-dessus que je vais donner la parole à Pauline. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Anne-Laure. Je vais y venir. Juste, je me suis permise de partager mon écran pour vous montrer quelques slides qui, à mon sens, permettent plutôt bien de visualiser ce côté sous-ensemble de l'ESS. Donc là, on a fait typiquement une sorte de graphique où on montre un petit peu le niveau de contrainte dans les statuts d'entreprise. Donc, on voit bien cette notion de sous-ensemble lié de l'ESS relatif à l'agrément ESUS. Et juste ensuite, et je vais laisser cette slide un peu plus longtemps en continuant à parler, vous voyez les conditions en fait qui sont liées au fait à la fois d'appartenir au mode d'entreprendre que constitue l'ESS, mais également les conditions supplémentaires qui s'ajoutent à ça quand on souhaite obtenir l'agrément ESUS. Peut-être sur l'enjeu de contrôle. Alors, je suis désolée, je n'ai pas encore bien vu les questions dans le chat. Ce n'est pas évident en parlant en même temps. Nous, on a un sujet là-dessus qui est que donc, cet agrément, il est attribué donc, par les DRETS, auparavant les directs. Et notre difficulté un peu, c'est que par manque de temps et parfois par manque de moyens, les DRETS notamment ne vérifient pas systématiquement, en tout cas c'est ce qui nous a été remonté notamment par une enquête flash qu'on a menée auprès de structures agréées ESUS, de centaines de structures. Les DRETS ne vérifient pas toujours, notamment que les sociétés commerciales demandent l'agrément ESUS relèvent bien du périmètre de l'ESS. Donc ça c'est un souci qu'on note, puisque donc on voit des difficultés sur les enjeux de contrôle. Alors, on a dans certaines régions les CRES et d'autres acteurs régionaux de l'ESS qui bénéficient de moyens financiers pour accompagner les DRETS dans des sortes de procédures de pré-agrément. Parce que c'est des structures comme les CRES ou bien France Active, d'autres structures qui sont particulièrement expertes de l'ESS et de l'ESS dans les territoires. Et donc, elles ont parfois des moyens supplémentaires pour accompagner l'administration dans ces processus un petit peu de pré-agrément ou parfois d'accompagnement des structures sur la constitution de leurs demandes. Donc, c'est vrai qu'on a un sujet là-dessus. Et donc, on a mené tout un groupe de travail avec, à l'appui de l'enquête flash auquel des centaines de structures agréées ont répondu, ce qui nous a donné un panel assez large et représentatif de ce qu'est l'ESS. Et les acteurs notent que, certes, pour un agrément administratif, on ne peut pas y attacher des contreparties directes et systématiques, etc. Néanmoins, comment on peut renforcer l'attractivité ESUS dans sa dimension économique, mais également communicante, comment on peut rendre cet agrément un peu plus attractif, et y compris le différencier par rapport à d'autres démarches, type des démarches de label qui existent et qui sont bien moins contraignantes qu'un agrément administratif comme celui d'ESUS, qui, on l'a vu,
nécessite de répondre à beaucoup de conditions très fortes. Donc, il y a vraiment cet enjeu. Et donc, il y a l'enjeu de ce préagrément. Alors, il y a effectivement le chantier de dématérialisation qui est en cours avec l'enjeu des tiers partenaires. Je pense que beaucoup de structures de l'ESS, si elles ont les moyens qui leur sont attribués pour mener de telles missions, elles pourraient vraiment prendre une part importante sur l'accompagnement de structures de l'ESS ou d'autres structures qui pourraient vouloir s'orienter vers l'agrément alors qu'elles ne correspondent pas complètement. Et donc, jouer un rôle effectivement important. Et ça se fait déjà et beaucoup de structures en font la preuve au quotidien. Donc, c'est vrai que Et très concrètement, excuse-moi Pauline, très concrètement, une collectivité qui aurait des questions, par exemple, par rapport à une structure qui indique son agrément ESUS, mais pour lequel la collectivité peut se poser des questions, est-ce que effectivement c'est bien une entreprise de l'ESS? Comment est-ce que concrètement la collectivité peut faire, hein? Alors, le plus concret et le plus cohérent, c'est d'aller venir s'adresser au DRETS, puisque c'est elle qui délivre l'agrément ESUS en tant que tel. Maintenant, c'est vrai que les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire, qui sont par ailleurs au quotidien en dialogue avec les collectivités territoriales, elles peuvent répondre à des questions. Mais néanmoins, c'est vrai que beaucoup de crèches n'ont pas les moyens financiers de pouvoir se dédier pleinement à ce type de mission. Et donc ça, je pense que c'est effectivement une marge de progression en tant que telle pour qu'elles puissent pleinement répondre à cet enjeu. Pauline, alors est-ce que j'ai 30 secondes pour dire un petit mot là-dessus? Parce que c'est un vrai sujet, cette question de la conformité, la bonne conformité des sociétés commerciales de l'ESS aux exigences législatives. Pour être très transparent, on n'est pas au niveau de la puissance publique pour faire en sorte que cette exigence soit correctement appliquée. Et c'est précisément l'enjeu des mois à venir de modernisation que de se mettre à niveau. Alors, je vais répondre directement à la question. En théorie, mais la pratique, malheureusement, n'est pas conforme à la théorie. En théorie, quand on est une société commerciale de l'ESS et qu'on l'est à bon droit, c'est-à-dire qu'on respecte bien les règles, on a au greffe du tribunal de commerce et ensuite au répertoire national des entreprises et établissements, on a une coche société commerciale de l'ESS qui matérialise en fait administrativement la conformité. Simplement, le truc n'est pas forcément hyper fiable, on va être transparent là-dessus. Et un des buts du projet de modernisation, c'est de faire en sorte justement qu'on ait au laser, en quelque sorte, sur chacune des exigences statutaires qui s'appliquent aux sociétés commerciales de l'ESS, une vérification qui soit effectuée exigence par exigence. Et ce travail-là, en fait, qui, in fine, effectivement, donnera l'agrément, conduira à l'octroi par la puissance publique de l'agrément ESUS, en fait, au passage, va apporter des bénéfices dérivés triples. Un, normalement, on fiabilise la mention au greffe que j'ai exposé tout à l'heure, parce qu'en réalité, si les exigences ne sont pas satisfaites, la mention disparaît. Il y a plein de manières de le faire, mais ESS France, notamment, a un pouvoir qu'elle tient de la loi d'ester en justice en cas de non-respect de ces exigences-là, c'est très important. Donc, ça va favoriser, en fait, en quelque sorte, l'expression de ce pouvoir que la loi a donné à ESS France. Il y a aussi, évidemment, le travail que va faire l'agent instructeur. Il va repérer des décalages. Il va dire, ah non, décalage, pas société commerciale ESS, pas d'agrément ESUS. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Vous n'êtes pas conforme aux exigences des sociétés commerciales, vous n'avez pas l'agrément. Donc, alors, sauf que ça, c'est la théorie. En pratique, c'est pas bien fait. Voilà. Donc, le but aussi de notre travail de dématérialisation, c'est de faire en sorte que tout le monde, les agents instructeurs, mais aussi ceux qui vont concourir, on va dire, à la bonne marche du dispositif, aient les moyens techniques de pouvoir dire, attention, là, vous avez une différence entre l'exigence législative et en face, tous les mots et statut, vous sortez. Voilà. C'est aussi simple que ça. Alors, c'est simple en théorie. En pratique, comme vous pouvez l'imaginer, c'est quand même pas mal de technologies, de mise en œuvre, et on compte beaucoup sur le partenariat qu'on a avec ESS France et tous les animateurs, en quelque sorte, de cette affaire-là pour faire en sorte que ça marche, comme je vous le dis là. Voilà. Merci. Je me suis permis de partager, j'espère Stéphanie, qu'il n'y a pas de souci, un message de Stéphanie Chenet de la CRES Grand Est, qui est un exemple il nous semble, de bonne pratique en région Grand Est, avec un moteur de recherche qui permet d'identifier les entreprises ESUS. Mais c'est vrai que ce n'est pas toujours le cas. Alors, Pauline, je pense que certaines classes n'ont pas accès
en tout cas, par l'adresse régionale, en région, C'est ça. avec les entreprises. Alors, la En plateforme, fait, normalement, va pas réparer ce problème, parce que, pardon de le dire aussi, mais c'est vrai que c'est un des objectifs de guerre, en quelque sorte, du projet que je conduis, c'est de faire en sorte qu'enfin, on ait une liste nationale fiable, à jour, en temps réel, des entreprises agréées, parce qu'en fait, le problème, il est là. C'est qu'en fait, chacun, et c'est pas si normal, c'est la réalité administrative et technique, hein. Chacun fait des choses, mais on n'arrive pas à réconcilier ce que chacun fait. Alors, l'application, elle aura cet effet-là, si tout va bien, que effectivement de faire en sorte que cette liste soit immédiatement accessible en temps réel et donc normalement il n'y aura plus de problème. Voilà. Thomas, ce serait formidable qu'on ait quand même une première liste avant 2024, mais On va faire de notre mieux. c'est On va faire de notre mieux. On va y c'est travailler. effectivement un objectif très louable. Et peut-être je me permets de nuancer un peu mon propos sur les DREETS et mis plutôt. Effectivement, d'une région à l'autre, les choses vont parfois changer en profondeur. On va avoir certaines CRES qui vont travailler très étroitement avec les DREETS, où il va y avoir un contrôle extrêmement rigoureux, un accès aux données très précis, etc. Et d'autres où c'est beaucoup moins le cas. Mon propos peut-être tout à l'heure manquait un petit peu de nuance, et c'est vrai que notamment le témoignage de Stéphanie en Grand Est démontre qu'il y a des potentialités et il y a des bonnes pratiques qui sont mises en place, mais c'est vrai qu'on a une hétérogénéité très forte d'un territoire à l'autre, et ça semble important à noter, ce qui pose par ailleurs la question dans la mise en place de cette future plateforme de l'accompagnement et de la formation qui est fait aux agents des DREETS pour que ceux-ci, les femmes et les hommes qui vont quand même être mobilisés au-delà de parce qu'il y a la plateforme, mais quand il y a une difficulté, quelqu'un qui les appelle, etc. Comment on les forme et on les accompagne pour monter en compétences, sachant que c'est un petit sujet de leur mission généralement. On n'est pas sur des personnes loin de là dédiées à temps plein sur ces sujets, du fait pour l'instant du manque d'appropriation de cet agrément par les acteurs, en tout cas sous la voie normale, parce que sous la voie classique de demande, parce que la grande majorité sont agréés de droit, et c'est via une autre procédure, notamment via la demande de l'agrément d'insertion. On coche une case en plus pour demander l'agrément ESUS. Donc, on est sur une autre procédure. Merci. On voit bien effectivement qu'on est vraiment sur un chantier qui est en cours de développement. Je voulais juste vous partager quelques éléments de retour de collectivités adhérentes voilà, on était interrogés. Alors, s'il y a des collectivités qui veulent intervenir en direct, n'hésitez pas. Mais là, je voulais partager 2 remarques avec vous. D'une part, une collectivité, on voit de plus en plus d'entreprises ESUS apparaître dans les réponses au marché public, mettant en difficulté les directions achats et venant en concurrence avec les acteurs historiques de l'ESS. Donc, une remarque d'une collectivité. Et une autre remarque sur le fait que l'intérêt de cet agrément n'est pas clair, et notamment parce qu'il met en avant la fragilité économique de la structure. Alors, je ne sais pas, Thomas, Elisa, Pauline, peut-être sur la question de la concurrence avec les acteurs historiques de l'ESS. Elisa, peut-être tu peux dire, enfin, comme tu veux, hein, si je peux le faire. Ouais, alors j'avoue que je comprends, je suis pas sûre de bien Moi non comprendre plus, la question, dans la mesure où les entreprises ESUS ont des critères plus exigeants que l'ESS et appartiennent à l'ESS. Et en plus, il n'y a pas de clause pour les favoriser dans les appels dans les appels d'offres publics. Donc pour moi, elles sont plus dans une situation où elles ont des critères très exigeants, plus que les entre guillemets historiques, mais elles font partie de l'ESS et pour l'instant, il y a assez peu de moyens de les valoriser. Pour moi, c'est plus ça l'équation actuelle. Voilà. Et sur la fragilité économique des structures, alors il me semble que non, il n'y a pas de référence à la fragilité économique des structures, c'est plus la fragilité économique des publics qu'adresse la structure. Et on considère que, pour l'instant, on a mis un gros accent, en effet, comme le dit Thomas, sur veiller à ce que ces entreprises soient en lien souvent ou adressent des publics fragiles, parce que ça permet d'identifier que cette entreprise, elle met en œuvre un effort particulier qui mérite justement de l'identifier et qui la caractérise dans le champ de l'entrepreneuriat social, qui était ce qu'on voulait identifier à travers ESUS.
Peut-être Thomas, si tu veux compléter sur ce point-là, mais… Non, non, mais c'est exactement ce que tu dis. En fait, l'agrément ESUS est parfaitement agnostique en fait sur la question, si je puis me permettre d'utiliser cette terminologie, sur la question de la rentabilité, de la solidité financière. ESUS en fait ne regarde pas. Alors c'est vrai qu'on utilise le terme de compte de résultat, mais on l'utilise pas pour analyser si ESUS il est solide, pas solide, rentable, pas rentable. C'est absolument pas le sujet. Le seul point en fait, qui compte au-delà des sujets formels qu'on a évoqués, qui sont aussi importants, mais sur le fond, en opportunité pour qualifier en fait le projet, le modèle économique d'une entité, le seul point qui compte, c'est est-ce qu'en gros, je recherche une exigence particulière par rapport aux objectifs fixés par la loi, à savoir soutien des publics fragilisés, cohésion territoriale, éducation et citoyenneté, ou alors après, il y a des petites variantes dont je vous passe les détails sur notamment la transition écologique, la solidarité internationale, qui sont aussi valorisées, mais grosso modo, il y a que ça qui compte. Et donc, c'est pas juste qui va en fait influencer positivement ou négativement le traitement qui va être fait soit par un investisseur, soit par la puissance publique, d'une entité plus ou moins fragile en termes de rentabilité. Ça n'a vraiment rien à voir avec ESUS. En fait, alors, on peut faire des associations, comme toujours, mais honnêtement, ce n'est pas le sujet d'ESUS, de savoir si on est plus ou moins fragile. Peut-être juste si je peux me permettre sur ces deux questions, je pense que ce qu'on voit quand même dans un certain nombre de territoires, ce sont des entreprises nationales, enfin des startups sociales, qui sont les entreprises qui ont le plus intérêt à demander leur agrément ESUS, notamment dans le cadre de la recherche de levée de fonds assez importante, et qui donc répondent à des appels d'offres dans les territoires au détriment de structures plus locales, qui sont peut-être moins outillées aussi pour répondre à ces appels d'offres et qui ne demandent pas l'agrément ESUS parce qu'elles n'en voient pas forcément l'intérêt. Enfin, je pense que c'est quand même ça qu'on voit. Effectivement. Non, il y a un sujet. Alors là, voilà. ouais, ce que tu pointes, là, alors là, je peux répondre là-dessus, effectivement. Ça, en fait, c'est aussi un vrai sujet, j'allais dire, d'opportunité sur ESUS. C'est-à-dire que vous avez effectivement des entités un peu puissantes au niveau national qui vont, alors, j'allais dire, par effet d'opportunité, voire d'opportunisme, à regarder, en fait, parce que soit l'entité, elle répond aux exigences, et dans ce cas, en fait, là, pour le coup, on n'a pas le pouvoir, en fait, de lui dire, ben non, tu n'es pas ESUS, soit, comme c'est assez souvent le cas, en fait, en réalité, vous avez des gens qui sont un peu malins et qui vont aller utiliser, on va dire, la législation pour demander l'agrément ESUS, là où, si on regarde les choses un peu en détail, en fait, en réalité, ils ne sont pas censés y avoir droit. Et c'est peut-être la chasse, en fait, à cet opportunisme-là d'ESUS, on va dire, à octroyer, parce que soyons clairs, à ESUS, ce n'est pas forcément toujours bien piloté au niveau local, faut l'admettre. Et donc, il faut, je pense, faire un travail de resserrage un petit peu des exigences pour être sûr que sur ces grands groupes-là, on n'est pas effectivement, on va dire, la grosse puissance de feu nationale d'entités qui, effectivement, ne sont pas spécialement conformes à la fois ni aux valeurs de l'ESS, ni même d'ailleurs aux exigences législatives et qui exploiteraient en fait cet agrément au détriment d'entités qui, pour le coup, sont ancrées sur des territoires, font attention à leur paysage, créent de la solidarité, mais ont des difficultés pour le prouver. Et c'est ça, justement, aussi un des projets qu'il y a dans la modernisation de cet agrément, c'est de le rendre, en fait, c'est de mettre à armes égales les petits avec les gros, parce qu'à la base, quand même, ESUS, ça a été créé pour aider les petits. Enfin, désolé de le dire comme ça, mais ESUS, c'est quand même celle des entreprises de l'ESS qui ont du mal à se valoriser auprès des investisseurs, qui n'arrivent pas vraiment, on va dire, à se rendre visibles. Alors, elles le font au niveau local, mais elles sont souvent un peu éclipsées par des stratégies nationales d'autres acteurs. Justement, ESUS, c'est censé être aussi beaucoup un facteur de localisme. Et je ne le dis pas parce qu'on a affaire à un public là aujourd'hui de collectivités territoriales. C'est une intention, on va dire, matérialisée par le législateur. Et donc, c'est cette, j'allais dire, c'est ce que je disais au tout début de l'intervention, c'est redonner en quelque sorte le plein potentiel législatif, mais aussi restituer la philosophie d'origine de cet agrément en donnant la possibilité à tous ceux qui jusqu'ici se disent ouais, bon, pourquoi pas, machin. Non, mais allez-y, voilà, allez-y, et on va vous y aider. Merci beaucoup Thomas. Et sur la question de la fragilité économique, alors c'est vrai que, alors bon, mais je trompe peut-être, mais c'est vrai que j'ai une lecture un petit peu différente parce que dans l'agrément ESUS, c'est précisé qu'il faut que la recherche d'utilité sociale ait un impact sur le compte de résultat. Alors, il faut bien lire.
Oui, mais Oui, justement, c'est ça- pas parce qu'on a le compte de résultat que pour autant, on va aller regarder comment dire, la rentabilité. C'est pas ça le sujet. D'ailleurs, c'est bien traduit dans les textes réglementaires d'application. En fait, on utilise le compte de résultat pour faire de la cartographie des charges d'exploitation. On vérifie que le taux d'emprise des missions qui répondent aux exigences d'utilité sociale atteint bien 66% dans le compte de résultat d'exploitation. Donc, si tu veux, la lecture qu'on fait du compte de résultat, c'est pas celle qui viendrait un peu intuitivement de quand je suis rentable, en gros, mon compte de résultat, il va me sortir un résultat net positif, voire très positif. Quand je suis pas super rentable, il peut être négatif. C'est pas ça qu'on regarde. Et c'est pas comme ça que les textes sont écrits. Les textes disent, regardons dans le compte de résultat celles des charges d'exploitation qui viennent à l'appui d'une démonstration qui prouve que le modèle économique de l'entreprise est bien exigeant. Voilà. C'est comme ça qu'il faut lire la notion de compte de résultat. Donc, tu vois, il n'y a pas d'enjeu ni de notion de rentabilité. Ça n'existe pas, en fait, dans l'application de l'agrément ESUS. On ne regarde pas si l'entité elle est rentable ou pas. On regarde tout simplement s'il y a un quantum suffisant d'activités de l'entité qui sont en rapport avec des exigences, celles qu'on a mentionnées depuis le début, donc les publics, la cohésion territoriale et l'éducation à la citoyenneté. Voilà. Merci, Pauline. Je crois que tu voulais aussi réagir. Oui, c'est plutôt que effectivement cette analyse de compte de résultat, c'est une manière de vérifier que effectivement la grande majorité de l'activité menée par la structure est vraiment dans le champ de l'utilité sociale et donc en priorité l'accompagnement et le soutien à des publics vulnérables. C'est vrai que sinon ça aurait été compliqué de trouver une autre manière de le constater. Donc ça n'a rien à voir avec une question de solidité ou pas de l'activité, mais c'est plutôt de quelle est la thématique en tant que telle des actions menées. Et c'est juste une manière de l'observer. Et après, de manière générale, dans les structures de l'ESS, les structures de l'ESS sont plutôt caractérisées justement par leur résilience économique, du fait que la majorité ou la totalité des bénéfices sont réinvestis dans la structure. Donc, c'est plutôt traditionnellement ce qui les caractérise, même si l'ESS France, on est en train de mener une étude pour mesurer ça avec un peu plus de finesse. Ah oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que pour l'interprétation qu'on en faisait, c'est aussi ce qui permet d'appuyer l'intervention des collectivités pour permettre justement le développement d'activités accessibles à un public fragilisé ou à la solidarité territoriale. Enfin, sans remettre en cause la question de l'équilibre économique, mais c'est en tout cas un point d'appui pour justifier une intervention publique, un soutien public, de la même façon qu'il y a un fléchage de financement privé sur ces entreprises ESUS, qu'on puisse en faire aussi un point d'appui pour permettre d'avoir un fléchage de soutien public, voilà, quel que soit le niveau de collectivité locale, mais ça, c'est des sujets notamment par rapport aux possibles implications des départements sur le soutien aux structures de l'ESS. Un des points sur lesquels on travaille, c'est dans quelle mesure l'agrément ESUS ne peut pas être un point d'appui pour permettre aux départements d'accompagner des structures qui ont une recherche d'utilité sociale. Il y avait une question de Bertrand Narjou qui indique que des individus peuvent se déclarer. Alors, des individuels peuvent se déclarer société commerciale. Bertrand, je ne sais pas si vous voulez Un sujet compliqué, hein, la question expliquer votre d'individu. Ouais. question. Donc, C'est une Bertrand bonne question. de Saintes, de l'agglomération de Saintes. Oui, bonjour. C'était tout simplement une réflexion par rapport au fait que… Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Parfait. Donc, est-ce que c'était une réflexion par rapport au fait que quand on est individuel, on crée son entreprise, on s'imagine dans l'ESS, on peut se déclarer SCES, Société commerciale de l'ESS. Voilà, c'est le nouveau statut, la nouvelle possibilité au registre du commerce. Mais pour autant, on est tout seul, donc on peut être ni ESS, ni ESUS, ni rien. Ça doit se vérifier derrière, tout ça, c'est pas simple à qualifier derrière, à contrôler, comme vous disiez tout à l'heure.
C'est une bonne question, je vais vous dire, et je vais même être très transparent. Franchement, je ne suis pas sûr qu'on l'ait résolu en droit. Je vous le dis de manière d'autant plus transparente que j'avais encore tout récemment, avec le juriste, la spécialiste du droit public, des débats que je n'ai pas réussi à trancher sur le point de savoir si… alors, c'est très subtil parce qu'en plus, moi, je ne maîtrise pas très, très bien les subtilités de la déclaration individuelle. Franchement, il n'y a pas beaucoup, enfin, il n'y a pas beaucoup de gens qui font ça, mais il y a effectivement des individus qui ont une activité, on va dire, imposée aux bénéfices industriels et commerciaux, ou en tout cas qui utilisent le statut de société commerciale unipersonnelle et qui effectivement, on va dire, flirtent avec l'idée de rentrer dans l'agrément ESUS en se déclarant société commerciale de l'ESS. Et franchement, la doctrine n'est pas établie là-dessus. Je parle de la pure interprétation juridique, hein. La philosophie, c'est celle que vous dites. Franchement, quand on est tout seul, on ressemble moyennement à une entreprise de l'ESS. Pardon de le dire comme ça, mais enfin, ça me paraît un peu tomber sous le sens, mais il est vrai qu'on a ce sujet-là. Ça fait partie des sujets. Alors, c'est un sujet aux frontières, hein, je rassure quand même tout le monde. C'est-à-dire que c'est pas comme si on avait une marée comme ça d'individus qui se déclaraient sous la forme de Oui, société la commerciale, question mais se vous faites pose, bien. je Voilà. crois que la question se Ouais. pose 1 ou 2 fois par an, hein. Voilà, c'est ça. Qu'elles Ça ont quand même arrive, ça moins arrive. intérêt, en général, à demander l'agrément quand c'est de l'auto-entrepreneuriat, par exemple. Ouais. C'est un sujet qu'on n'a pas complètement clarifié en doctrine, mais ça, on va le faire. Soyez-en sûrs, on va le faire. Merci. Merci beaucoup. Il y a une autre question. Ah, alors il y a un éclairage de Benjamin Guéropinet, donc qui est juriste au sein du RTES, qui indique qu'une SASU, donc une synonyme simplifiée unique, associée unique, pourrait être ESS, si elle associe donc d'autres parties pronantes à sa Je crois qu'il a raison. Je crois qu'il a raison en droit, il me semble. Mais honnêtement, enfin, de toute façon, les juristes et Ouais. moi moins, on va dire. Mais il me semble que c'est un point établi. Ouais. Ouais. Enfin, en tout cas, la personne avec qui j'en discutais à Bercy semblait dire la même chose. Donc, c'est quelque part, il y a une réalité. Franchement, ça, il faut qu'on le documente et on comptera volontiers sur votre contribution là-dessus parce que enfin, la loi a créé un océan quand même de possibilités et tout n'a pas été complètement exploré. Et là, effectivement, sur la question de la personne unique. Et alors, il n'y a pas que la SASU, hein. Il y en a un gros paquet, hein. Croyez-moi, on a essayé parce qu'en fait, on a essayé pour le projet que je conduis, on a essayé d'inventorier le champ des possibles. Et la typologie est immense. On a renoncé en fait à faire la typologie parce qu'il y a beaucoup de petits cas comme ça dans les coins qu'on retrouve dans le code de commerce et qu'on n'avait pas identifié quand la loi ESS a été rédigée, qui maintenant émergent et qui suscitent des questionnements. Donc, je pense effectivement la SASU peut en théorie, voilà, mais après, il faut qu'on regarde en pratique comment est-ce qu'on applique, comment on interprète aussi l'article 1 de la loi ESS, parce qu'en fait, en réalité, et c'est ça l'enjeu, je pense, c'est quelle entité à la fois a le droit de par la loi, mais aussi est légitime dans l'application de la loi. Le législateur a quand même imprimé un esprit sur la loi, donc c'est ça qu'il faut qu'on regarde, en fait, la doctrine et l'état d'esprit du législateur, est-ce que ça donne concrètement en termes de décision administrative. Mais c'est des sujets un peu marginaux quand même. Pardon de le dire là, c'est un beau sujet, mais je veux dire, c'est un sujet un peu théorique et c'est peut-être pas le sujet majeur pour Isus quand même. Oui, d'accord. Merci beaucoup. Il y a une question de Sophie Milteau d'Orléans Métropole. Une collectivité peut-elle attribuer une subvention d'aide à l'investissement pour une entreprise ESUS, pour une société commerciale de l'ESS, tout comme elle peut le faire à une association? Alors, oui. Alors, ouais. Il me semble qu'il faut respecter le droit des aides d'État. Et donc, il faut s'inscrire à partir du moment où c'est une activité économique dans le cadre de réglementation, encadrement des aides d'État. Mais oui, c'est possible. Oui, tout à fait. Et puis, là, il y a un début de réponse de Benjamin, mais là-dessus, voilà, Sophie, il n'y a pas de souci pour approfondir, notamment par rapport à la compatibilité avec les aides, le schéma d'aide de la région. Avec la stratégie régionale de développement économique, mais là-dessus, il y a des questions plus précises, on pourra approfondir le sujet. Pauline, est-ce que tu voulais intervenir? Donc, une remarque de la part de Laurence Stasiewski, conseillère municipale à Tournefeuille. Finalement, c'est toujours une question de statut juridique. Est-ce que… Je ne suis pas sûre d'avoir compris la question, peut-être Anne-Laure, peut m'éclairer. Laurence, je ne sais pas si vous voulez…
Oui, C'est pas que, ça va au-delà, mais… bonjour. Oui, je me disais, bon, en fait, puisqu'on disait que simplement les entreprises du champ de l'ESS peuvent obtenir cet agrément, finalement, les entreprises du champ de l'ESS, selon la réponse de Thomas Boisson à ma question tout à l'heure, ce sont celles qui répondent à l'article 1 de la loi, donc qui ont un statut juridique qui leur permettent d'être ESS. Finalement, j'en viens à me dire que seule cette question de statut juridique est à remettre en cause pour les… Enfin, est à modifier pour les entreprises hors ESS pour pouvoir, que ce soit des entreprises individuelles ou des SAS ou SASU, pour pouvoir en fait bénéficier de cet agrément. Ah oui, d'accord. D'accord. Mais Est-ce effectivement, oui, le statut, c'est une garantie aussi du respect d'un certain nombre de principes, comme on l'a dit, de gouvernance, de réinvestissement des bénéfices. Voilà, ce n'est pas une condition suffisante pour avoir l'agrément ESUS, mais c'est un point d'entrée. D'accord, merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques par rapport au sujet? Alors, je ne sais pas s'il y a, je n'ai pas vérifié s'il y a des collectivités qui ont entamé des actions pour faire connaître sur leur territoire l'agrément ESUS et comment elles ont un peu procédé. Bon, s'il y a des collectivités qui ont entamé ce type de démarche, n'hésitez pas à l'indiquer dans le chat et vous faire connaître. Alors, il y a deux questions. Donc, une question de Widou qui demande si les ressources peuvent être des subventions et non des prestations. Nous déployons des offres qui répondent à tous les critères ESUS. Mais est-ce que Widou est ESUS? Peut-être la question. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, absolument. On est ESU Ok. depuis 3 ans maintenant. On D'accord. répond vraiment à tous les critères. Notre mission, c'est de mettre les jeunes en projet. Et Ok. notre… Laurent, je suis désolée, mais on aura peut-être l'occasion. Voilà, D'accord, c'est juste de présenter. L'idée, c'est de pas savoir. forcément de présenter Widou, mais Absolument. simplement. Non, mais en tout cas, on Voilà. répond à tous les critères et notre mission est réellement dans le cadre, coche toutes les cases qu'évoquaient les intervenants. Okay. Et le sujet, c'est de se dire, nous aujourd'hui, on se déploie dans les collectivités territoriales, on rencontre les collectivités territoriales pour mettre à leur disposition nos ressources. Est-ce que aujourd'hui, on sait, la Banque des territoires qui nous accompagne sur un certain nombre de sujets nous dit, plafonnez vos prestations à 100 000 € parce que vous êtes, en étant ESU, les marchés publics sont jusqu'à 100 000 pour vous. Est-ce que c'est bien le cas déjà? Ok. Non, si jamais il me semble, mais je ne sais pas si… Ok. Non, mais je vous en prie. C'est plutôt une question de mise en concurrence au-delà des 100 000 €, parce que sinon… Alors, je vous en prie. Je ne sais pas si quelqu'un a la réponse. Il y a également une question de la… Il y avait une autre question qui était derrière, en fait. Oui. C'était de se dire, est-ce qu'au lieu de vendre de la prestation et d'être dans un marché public, est-ce qu'on peut demander d'avoir plutôt une subvention plutôt qu'une prestation? Beaucoup d'entreprises, y compris commerciales, ont des subventions de la part de collectivités locales. Donc En tout cas, ce que je peux dire une fois de plus, c'est que ESUS est agnostique par rapport à cette question. Je réitère en fait mon image agnostique. C'est que en fait, ESUS, de la même manière qu'ESUS est agnostique par rapport aux questions de rentabilité, de fragilité du mode économique, de la même manière, exactement de la même manière, dites-vous que ESUS ne dit rien, ni en positif, ni en négatif, ni en rien du tout sur cette question-là. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Après, effectivement, comme le rappelait Elisa, vous avez un cadre qui s'applique. Alors, il peut être au niveau de la collectivité, il est nécessairement, effectivement, il procède d'un cadre national et européen, mais c'est une autre problématique. Voilà. Ok, bien compris. Merci. Et une question donc, de Cédric Lams de la collectivité européenne d'Alsace sur la question des marchés réservés et des SPASER. Donc, marché réservé aux structures de l'ESS
là, les structures agri-ESUS en font partie, mais on connaît les conditions assez restrictives pour ces marchés réservés ESS. Et des éléments pouvant être intégrés dans les SPASER, oui, tout à fait. Benjamin a rappelé le fait que le SPASER permet de fixer des objectifs. Et puis, donc, on a, je le rappelle pour les collectivités adhérentes, un travail engagé sur les SPASER avec donc un travail qui est piloté par Chloé Séché au RTES. Et qui répertorie, enfin, avec un gros travail de voir quels sont les critères dans les SPASER, quels sont les objectifs, comment c'est évalué, etc. Vous pourrez vous y référer et on commence à avoir des références autour des structures agri-ESUS en termes d'objectifs pour certains SPASER. Marie-Christine, vous avez levé la main, je pense. Oui, bonjour à tous. Donc, Marie-Christine Le Cellier, je suis en charge de l'ESS à Paris-Terre-Envol, qui est une collectivité, une intercommunalité entre le Bourget et Roissy, donc sur l'Île-de-France. Et donc, voilà, nous avons une mission de développement de l'ESS en cours. On est accompagné donc par un cabinet lillois extracité qui partage vos locaux, RTES, voilà, sur le sujet. Et donc, on mobilise sur cette mission pour identifier, bien sûr, des attentes, avoir une feuille de route aussi de l'ESS, identifier les attentes des élus, des acteurs et d'ailleurs des entreprises du secteur dit conventionnel qui pourraient évoluer. Donc, on mobilise les directions de développement économique, de la politique de la ville, de la vie associative. Enfin, voilà, c'est des acteurs très, très différents. Donc, on est très intéressé par ce sujet parce que ça a été, on a vu que nos partenaires du développement économique en interne et sur les villes étaient très intéressés par ce sujet de l'agrément ESUS, que je dirais moi-même que je connais assez mal. Je connais par contre ce que vous disiez, Monsieur Boisson, sur aussi les difficultés de moyens dans les services pour à la fois, enfin jusqu'alors, pour à la fois traiter ces demandes, les accompagner, les suivre. Donc, moi, je voulais déjà répondre à une question. Donc, on souhaite développer, nous, des ateliers d'information avec certainement notre partenaire, parce qu'on avait quand même déjà initié un atelier expérimental, mais on n'était pas peut-être assez prêt pour le faire, avec France Active Métropole, pour essayer de faire de l'information sur le sujet auprès d'acteurs économiques ou créés ou pas encore créés, qui pourraient évoluer vers, avec bien sûr la grande vigilance et de ne pas créer des effets d'opportunisme. Voilà, qui est un point de vigilance important. Donc voilà, donc on travaille sur le contenu pour voir comment aborder les choses, comment à la fois toucher des structures qui n'ont pas créé, des structures ESS qui auraient intérêt, c'est pour ça que j'avais posé la question, à avoir un agrément ESUS. Ça me paraît toujours pas très clair encore pour voir la plus-value que ça peut représenter. Et pour celles qui sont entreprises commerciales aujourd'hui, qui pourraient obtenir cet agrément et devenir entreprises d'utilité sociale, entreprise commerciale d'utilité sociale. Voilà, donc développer effectivement, eu égard aux besoins qui s'expriment, aux partenaires économiques qui sont très curieux du sujet, y compris pour le commerce de proximité, pour voir comment, effectivement, des activités commerciales de services de commerce, par exemple, centre-ville ou pas centre-ville d'ailleurs, pourraient évoluer vers des modèles qui relèvent de l'ESS. Voilà, donc on a des pistes comme ça qui émergent pour qu'il y ait un vrai besoin, une vraie appétence, avec aussi des vigilances. Donc, ma deuxième question, qui est une question et à la fois une remarque, vous avez parlé de modernisation, d'action de modernisation en cours. Est-ce qu'il y a un calendrier? Est-ce qu'il y a… voilà, c'est que si on commence à créer du besoin, à identifier des acteurs qui ont des besoins, à les orienter, est-ce qu'il y aura est-ce qu'on sera en capacité, voilà, est-ce qu'il y aura une capacité à pouvoir traiter, suivre, répondre aux collectivités sur ces sujets-là? Et sur quel calendrier? Je réponds sur un quart de seconde. Notre calendrier, parce que comme il y a un bruit d'aspirateur pas loin, ça risque de me couper le sifflet rapidement, mais le calendrier, c'est celui que je vous ai donné dans le PowerPoint qui va être diffusé pour ce qui concerne la puissance publique. Après, je laisse probablement aussi ESS France s'exprimer là-dessus. D'accord. Oui, je vais puisqu'il est déjà, il est déjà 30, je voulais juste partager, mais vous l'avez tous vu, l'action du département de Guadeloupe, qui a développé une action de sensibilisation auprès des associations en lien avec la dette. Et j'en profite pour saluer
Véronique Magloire du département de Guadeloupe. Une remarque de Camille Tardisien qui disait que l'agrément avait pour objectif de permettre aux sociétés commerciales de l'ESS. Tout à fait. Enfin, il me semble que là, voilà, la remarque de Camille me semble tout à fait juste, mais je vous laisse la parole, Pauline, Elisa et Thomas, si tu le souhaites, pour voilà, dire un mot de conclusion avant de passer au prochain rendez-vous du RTE. Je me permets de les mettre en fond d'écran. Vas-y, Pauline. Merci beaucoup, Anne-Laure. Oui, effectivement, la remarque de Camille est juste et montre bien parfois la méconnaissance qu'il peut y avoir de cet agrément administratif, mais ce que vous avez dit est tout à fait juste. Et je pense que votre perception initiale est malheureusement quelque chose de fréquemment partagé. Donc, il y a effectivement un travail de pédagogie important à faire. Et j'ai pas énormément de choses supplémentaires à rajouter par rapport à mes différentes interventions, mis à part à dire que les dynamiques qui étaient décrites dans l'intervention précédente sur les enjeux de bascule vers l'ESS d'entreprises actuellement conventionnelles sont évidemment des choses sur lesquelles on travaille beaucoup à ESS France, puisqu'on ne se satisfait pas du poids actuel de l'ESS dans l'économie. On pense qu'il est possible d'aller beaucoup plus loin. L'agrément ESUS peut éventuellement être un outil là-dedans, puisqu'il permet de bénéficier d'un certain nombre de choses. Néanmoins, ça reste quelque chose de très restrictif, avec des critères bien précis. Donc, je ne sais pas si c'est la pierre principale sur cet édifice pour aller vers une conversion des entreprises vers l'ESS, mais en tout cas, on développe tout un plaidoyer en la matière, notamment avec la mise en place d'un fonds de conversion qui aiderait les structures à mettre en place ce type de bascule. Voilà, merci beaucoup à toutes et à tous pour votre attention et j'espère qu'on a pu répondre correctement à toutes vos interrogations. Merci beaucoup, Pauline. Merci. Et puis, juste peut-être d'indiquer que les CRES sont vraiment des relais absolument incontournables pour cette action de promotion de l'agrément ESUS et que vous travaillez aussi pour outiller les CRES avec un beau dépliant qui va sortir ou qui est peut-être sorti. Tout à fait, on va bientôt sortir un dépliant. Voilà. Donc, en tout cas, il y aura Voilà, il y a des choses en cours, mais qui ne sont pas complètement finalisées. C'est pour ça que je n'en ai pas trop parlé, mais en même temps, c'est vrai que ça arrive. Donc, tu fais bien de le mentionner. Et oui, effectivement, les CRES sont très, très importantes dans le rôle qu'elles mènent à l'échelle régionale et bien évidemment sont absolument incontournables sur tous ces sujets, d'autant plus dans les régions où elles ont un rôle particulièrement structurant et à la hauteur de leur compréhension de ces enjeux lorsqu'elles ont carrément des missions dédiées à ces sujets. Merci beaucoup. Elisa et Thomas, si vous voulez dire un mot de Moi, j'ai l'aspirateur derrière, donc je laisse Elisa conclure. Moi, peut-être conclure en disant qu'un de nos enjeux sur ESUS, qui par ailleurs fait l'objet, mais on l'a peut-être déjà dit au début, mais d'un début d'évaluation dans le cadre de l'évaluation en cours de la loi de 2014. Donc, on prend des retours de terrain d'acteurs labellisés, agréés ESUS. Et il me semble qu'une des revendications, en tout cas retour d'expérience des entreprises agréées ESUS, c'est de dire qu'elles en attendent pas seulement des avantages, pas seulement plus d'avantages matériels, financiers, mais aussi que cet agrément soit connu et reconnu et leur apporte des choses de la part d'acteurs autres que ceux purement qui gèrent le dispositif, c'est-à-dire nous et les financeurs de la finance solidaire, mais qui est aussi une sorte d'écosystème autour de ça et que ça leur ouvre des portes, ou en tout cas que ce soit bien connu et valorisé. Et donc, pour nous, il y a quand même un enjeu à ce que ce agrément soit davantage connu et pris en main par, en tout cas, les collectivités. Donc, voilà, c'est quand même un des axes d'amélioration du dispositif qui a été souligné par les acteurs. Donc, voilà, on serait très heureux d'avoir plus de retours de terrain grâce au RTES, des collectivités sur comment ils saisissent de cet agrément. Et voilà. Bon, merci beaucoup. Effectivement, je pense qu'on a ouvert aussi un temps de dialogue et d'échange. Merci beaucoup. Je voudrais juste terminer en vous rappelant les prochains rendez-vous du RTES et donc notamment un webinaire dès la semaine prochaine
sur la loi sur l'économie sociale et solidaire, dans son ensemble, l'évaluation de la loi, un webinaire avec donc Maël Copé, président du RTES, et le président de FER, Frédéric Tibérien, pardon, qui est donc président de FER ex-Finansol et qui est le rapporteur du groupe de travail sur l'évaluation de la loi ESS au Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire. On vous donne également rendez-vous à Roubaix, à Lille et à Roubaix le 14 avril pour une journée sur les filières et l'économie sociale et solidaire dans le cadre d'un travail qu'on mène sur comment les collectivités peuvent aider à la structuration de filières avec les acteurs de l'économie sociale et solidaire et avec de belles visites l'après-midi autour du textile, de l'alimentation et du numérique. Donc, on vous attend nombreux pour cette journée à Lille et Roubaix. Vous aurez toutes les informations sur le site du RTES. On a 2 rencontres sur l'alimentation durable en mai et en juin à Tarnos et à Dijon et Langres, co-organisées avec les CRES, et puis l'Assemblée générale du RTES, donc le 6 et 7 juillet à Nantes. Voilà, et donc on vous espère nombreux à ces prochains temps. Merci beaucoup et surtout côté collectivité, n'hésitez pas s'il y a des compléments à nous en faire part et on les transmettra bien volontiers aux intervenants. Merci à tous. Un grand merci pour vos retours sympathiques aussi dans le chat.